Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 12 juin 2021. Je continue mes réflexions naïves à propos de Nietzsche. Là je voudrais parler de l'impératif moral qu'il reproche à Kant et son erreur sur la généalogie de la morale telle qu'il l'a pensée. Pourquoi c'est une erreur? Alors peut-être que le problème de Nietzsche vient simplement d'une erreur inévitable en somme, qui est présente dans la généalogie de la morale. Il lui est impossible de la faire naître, comme je l'ai fait sur la mécanique universelle, à partir d'une morale déjà présente chez nos cousins singes, donc chez nos ancêtres quadrumanes. S'il avait pu remonter jusqu'à la morale instinctive qui existe chez les animaux, ça lui aurait permis de comprendre le sens de l'évolution. C'est-à-dire que chez les primates, évidemment, il y a l'art d'abuser, de la raison du plus fort, etc., chez nos cousins singes, d'où nous descendons. Et il le savait, puisqu'il avait déjà cette connaissance de Darwin. Donc, mais il a pris du darwinisme que le côté négatif, que ce que l'humanité combat en réalité. C'est-à-dire, on combat le fait que le plus fort peut thésauriser tous les privilèges, peut abuser de ses congénères en toute impunité. Nietzsche n'a pas vu qu'il existait une morale instinctive, dont je parle sur la mécanique universelle, qui fait que, par exemple, le dominant s'arrête instinctivement de poursuivre la violence, même s'il pourrait le faire, envers le dominé, après un combat, quand celui-ci a fait vœu d'allégeance, le dominant pourrait le maltraiter, voire le tuer. Mais il ne le fait pas. Et il ne le fait pas parce qu'il obéit à une loi morale instinctive, à mon sens. C'est à partir de cette loi-là, à partir de ce type de loi instinctive, qui prohibe par exemple chez nos cousins singes l'inceste, des règles qui sont déjà posées, il y a déjà la réconciliation, il y a déjà le partage, il y a déjà l'amitié, la fraternité, enfin toutes les grandes valeurs, peut-être la pitié, etc. Elles étaient déjà sous forme d'instinct dans le comportement animal. Et donc ça, à mon sens, c'est déjà un impératif moral. Un impératif catégorique, celui-là même que reproche Nietzsche à Kant. Puisque nos cousins singes et les animaux, en principe, ne peuvent pas déroger. C'est un impératif catégorique. Par exemple, lorsqu'un loup vaincu tend son cou à un loup vainqueur, au loup vainqueur, celui-ci ne doit pas en abuser. C'est un impératif catégorique. Alors, on peut voir ça sous la forme d'une économie d'énergie, mais simplement, c'est un impératif. C'est-à-dire que l'inverse, admettons que l'organisation de la vie soit faite que, ben oui, le dominant, il tue systématiquement le dominé. Eh ben, l'espèce s'anéantit très très rapidement. Donc, il y a plus qu'une sorte d'économie d'énergie, il y a la survie de l'espèce, il y a l'organisation du vivant qui obéit à cette règle, et cette règle est fondamentale. Voilà. Alors, Nietzsche, en fait, n'est pas remonté assez loin dans l'histoire pour imaginer la source animale réelle de la morale. Et pourtant, il est allé chercher dans le comportement animal de quoi justifier son anti-morale. Le plus fort a droit de vie et de mort sur le plus faible, la capacité d'abuser de ses congénères, etc. Et pourtant, il écrit « Il s'agit de parcourir avec des yeux nouveaux l'énorme, le lointain et le si mystérieux pays de la morale qui a vraiment existé et qui a été véritablement vécue. » Mais il ne la fait pas remonter jusqu'aux animaux. Et tout ce qu'il reproche à Kant, et c'est là où Kant est un philosophe extraordinaire, parce que ça vient aussi d'une intuition, cet impératif catégorique, parce qu'il n'avait pas de possibilité de le relier à cette morale dont je parle, cette morale instinctive déjà présente chez les animaux. Donc, cette organisation du vivant, la morale, est déjà présente
dans toute l'organisation. Donc c'est pas une erreur, c'est pas un échec de l'humanité. Quand l'humanité s'est distinguée des autres primates, quand elle a pris son envol, elle a prolongé un mécanisme. Et cette morale, on pourrait la faire remonter dès l'origine du vivant, en fait. Elle n'a cessé de progresser et les grandes valeurs morales, même sous forme instinctive, se retrouvent chez les mammifères supérieurs de façon sophistiquée, alors qu'elles sont peut-être plus archaïques dans les règnes plus anciens, chez les reptiles, les éponges, etc. C'est cette morale. Donc il y a bien une évolution de la morale. En tout cas, l'humanité, quittant les lois de la nature pour les lois de la culture humaine, les lois humaines, a sophistiqué cette morale déjà présente, la pitié, la bienveillance, le partage. Elle en a fait sa morale extraordinaire, elle en a fait ses lois, et elle les sophistique de plus en plus. Et effectivement, c'est au profit du faible et non pas du fort. Pourquoi c'est au profit du faible et pas du fort? Parce que si on était dans un système tel que le préconise Nietzsche d'une certaine façon, c'est on va prendre le système nazi qui était basé sur ce type de valeur, c'est-à-dire le plus fort a le droit d'écraser le plus faible, puis éliminer tout ce qui le gêne. Mais c'était sans fin. Même s'il avait réussi à exterminer tout ce qu'il voulait exterminer, il serait passé à un autre degré d'extermination, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution dans un régime tel que le préconisait Nietzsche, c'est-à-dire la loi du plus fort. Ça va à la perte. C'est impossible que ça soit comme ça, même si on le régit, ou alors il faut que l'humanité régresse au rang de troupes primates, c'est-à-dire quelques dizaines, voire centaines d'individus, grand maximum. Voilà, des organisations comme ça qui peuvent fonctionner. Mais l'humanité, elle n'aurait pas pu fonctionner en continuant les lois que le nazisme préconisait, et c'est pour ça que ça s'est arrêté au bout de 4 ans. C'est invivable, ça ne peut pas être vécu. Et c'est pour ça que l'ultralibéralisme actuel, qui n'a bien sûr strictement rien à voir avec le nazisme, mais qui malgré tout est basé sur la loi du plus fort d'une certaine manière, même si on préserve toute la morale, etc. On est dans un système démocratique, mais en tout cas c'est une oligarchie, donc des dominants qui s'affirment aux dépens des dominés, alors que on est passé sur le côté démocratique, c'est-à-dire que c'est les dominés qui hissent les dominants qu'ils choisissent pour pour imposer les règles et la morale et la loi de l'ensemble du groupe humain, c'est-à-dire du peuple, quoi. Hein. Donc, on voit que dès qu'on revient à quelque chose de dur, à un système dur, comme c'est le cas avec cet ultralibéralisme, c'est une catastrophe à vivre. On vit très mal. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait dans les 30 glorieuses. Voilà, ou ce qu'on peut vivre dans un monde qui n'est pas dans une compétition. Pourquoi il y a cette compétition de l'ultralibéralisme? Ben, c'est parce qu'on revient au principe primate, au principe de la nature. C'est les lois de la nature qui s'imposent. On peut le voir sous des centaines d'aspects que ce système a été remis en place, que ces valeurs sont remises en place, mais de façon douce, d'une façon veloutée, on va dire. Mais voilà, les plateaux télé, ça ressemble aux arènes de Rome. Les jeux sont faits avec la même violence, dominé, avec, etc. Même si c'est symbolisé simplement, on revient au carré VIP. Cet ultralibéralisme a remis en place un système aristocratique tel que le préconisait justement Nietzsche. Et c'est une catastrophe qui n'est pas vivable à long terme. C'est pour ça que même si là, ces ultralibéraux sont encore à la manœuvre et ne veulent pas lâcher prise, semblent vouloir encore
continuer, après la pandémie, remettre tout en route ce système dur, ce système sans pitié, etc. Tous les symboles sont là de ce que préconisait Nietzsche et de ce qu'a imposé de façon ultra violente alors le nazisme. Bien sûr, encore une fois, nous ne sommes pas dans un système dictatorial ni nazi, pas aussi dur, guerrier, mais il est impitoyable. Voilà, l'ultralibéralisme est impitoyable. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir dépasser. Les révoltes actuelles, c'est l'équivalent symbolique de la révolte de l'ensemble des pays qui se sont révoltés contre le nazisme. Un peu partout, ça se révolte, c'est contenu, même si l'autorité va contenir cette révolte, mais elle est de plus en plus grandissante parce que c'est insupportable. L'ultralibéralisme est insupportable. Il a eu sa vocation, il était fondamental, il a permis de mettre en route la mondialisation, et la mondialisation était inévitable, on va vers l'unité, on va vers l'ONU, l'OMS, vers un système universalisé, ça prendra peut-être 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, peu importe, c'est dans le futur, mais donc on était obligé la mondialisation est un passage obligé, et elle ne pouvait pas se faire autrement qu'à travers cet ultralibéralisme. D'accord, mais maintenant, il faut que les dominants, que les gouvernants, qui sont normalement dans un système démocratique, élus pour faire la politique la meilleure pour le peuple, pas pour les élites, parce que sinon c'est une oligarchie. Et là, malheureusement, beaucoup de dirigeants des démocraties n'ont pas conscience de ce que c'est réellement que la démocratie, la beauté qu'est la démocratie, l'œuvre d'art, parce que ça inverse les lois de la nature. C'est le peuple, les dominés, l'ensemble du groupe qui monte les meilleurs, les plus gentils, les plus humains, les plus intelligents, les plus compétents en haut. C'est le peuple qui les élit pour qu'ils fassent la politique du peuple et qu'ils mettent en place les valeurs, ce que veut le peuple intuitivement. Et le peuple, par exemple, il n'aurait jamais voulu ce que l'ultralibéralisme nous met depuis 30 ans, c'est-à-dire un système qui vendange tous les acquis sociaux, qui va délocaliser en abandonnant leurs employés en Occident pour aller profiter d'une main-d'œuvre presque dans les mêmes conditions que les capitalistes du 19e siècle abusaient de leurs employés. Donc, éthiquement, c'est affreux de penser que on a pu laisser même faire cela. Est-ce que le peuple aurait voté pour ce type de politique? Non, elle leur a été imposée. Donc, en fait, les dominants qui ont imposé ça ne sont pas conscients de ce qu'est la démocratie. Malheureusement, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et j'aimerais que la France puisse entraîner l'Europe à créer dans chacun des pays membres un campus universitaire international digne des meilleurs campus mondiaux pour enseigner l'œuvre d'art qu'est la démocratie à tous les jeunes futurs dirigeants de la planète. Et ce genre d'initiative remettrait l'Europe dans sa vocation d'avant-garde. Nous savons à présent comment trouver les fonds. C'est pas excessif, ça serait avec la moitié d'un milliard, on peut faire un campus extraordinaire. Donc, on a vu avec le Covid qu'on peut trouver ce genre d'argent facilement. Et ça serait extraordinaire pour l'Europe et puis pour cette œuvre d'art qu'est la démocratie. Parce que c'est une œuvre d'art et l'humanité n'a pas encore pris la mesure de la beauté et de l'intelligence de cette trouvaille, déjà été pensée par les Grecs. C'est la première fois qu'on inverse de manière aussi caractéristique les lois de la nature, nous qui descendons des primates naturels. Voilà. Donc, et c'est pour ça que les primates naturels ne peuvent pas sortir de leur
système dominant-dominé, parce que c'est un système primaire qui ne peut pas évoluer. Voilà, tandis que la démocratie permet une évolution extraordinaire. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle dans le champ humanité, où je traite justement de pourquoi la démocratie est une œuvre d'art. Bon, en tout cas, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection.